Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Allez, super. Alors, ce soir, on a c'est notre premier live du coup en droit des sociétés sur l'UE2. Je vais me présenter et vous présenter rapidement le programme et puis ça permettra au dernier de venir nous rejoindre pour ce premier live. Donc moi, je m'appelle Jessica Farjon, je suis avocat depuis 20 ans, essentiellement en droit des affaires, enfin en droit d'une manière générale, mais essentiellement en droit des affaires, droit des sociétés. Et j'ai la chance, d'enseigner cette UE, pour, Fishben, et par ailleurs, je l'enseigne de manière habituelle depuis quelques années maintenant. L'avantage de Fishben, c'est qu'on vous propose un programme où on voit, l'intégralité, du programme, sur l'année et via des sessions intensives et vous aurez du coup la possibilité de faire beaucoup d'exercices et de vous préparer, de manière approfondie, à cette UE2. Tout ça en ligne, et bien sûr, de manière interactive. Donc, j'espère que vous allez tous participer et qu'on va pouvoir échanger. C'est l'intérêt, vraiment de pouvoir participer ensemble et échanger et de répondre à vos questions. Voilà, pour ce soir, on va aborder des conseils de méthodologie et on va aborder la première partie, en tout cas une partie de cette première partie en droit des sociétés. Donc on va introduire le droit des sociétés, introduire les différentes formes de société et comment est-ce que on choisit d'être en société ou en entreprise, en fonction de quels critères. Et par la suite, on déroulera le programme que je vais vous présenter ce soir. Voilà, on va pouvoir commencer. Vous savez que le programme, c'est 6 parties, en tout cas le programme de cette année, puisque tout ça va être amené à être modifié l'année prochaine. Mais pour cette année, c'est 6 parties. Une première partie avec des notions sur, le droit des sociétés de manière générale et tout ce qui va être commun à toutes les sociétés. Alors en réalité, cette partie commune, il y a une partie qu'on ne revoit pas par la suite, mais il y a une partie qu'on revoit lorsqu'on traite les principaux types de sociétés, puisque à chaque fois qu'on va traiter les principaux types de sociétés, eh bien, on reviendra sur la partie capital, sur la partie associée, sur la partie dirigeant, sur la partie dissolution, qui sont à la fois des notions communes et des notions qu'on voit société par société. Ensuite, une fois qu'on aura vu ces notions fondamentales, donc d'une manière générale, on aura introduit le contrat de société, on verra la partie 2 avec les principaux types de sociétés, où là, on étudie plusieurs sociétés, la SARL, la SA, la SAS, la SNC, et puis d'autres sociétés qu'on étudie de manière plus relative, comme la SCA par exemple. Tout ça donc dans les principaux types de sociétés. Ensuite, on a une partie sur l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire la partie associative et société coopérative. Puis, on aura les autres types de groupements, donc c'est ces petites sociétés dont je vous parlais, la SCI par exemple, la société civile, donc on verra ces types de groupements séparément. Puis, la partie prévention et traitement des difficultés, donc là, on est sur les sociétés qui ont des difficultés et donc qui se retrouvent en procédure collective, mais parce qu'elles ont des difficultés financières, ce qui est différent de la partie dissolution qu'on verra lorsqu'une société décide de s'arrêter pour des raisons autres que des problèmes financiers. Et enfin, le droit pénal des affaires. Droit pénal des affaires, donc c'est cette partie droit pénal appliqué au monde des affaires, donc avec des infractions qui sont propres au droit des sociétés. Par exemple, une infraction classique que vous connaissez qui est le vol, ben, en droit des sociétés, on le verra sous la forme de l'abus de biens sociaux ou de l'abus de confiance, qui est finalement une forme de vol en droit des sociétés. Voilà pour les 6 parties du programme. En termes d'examen, comment est-ce que ça se passe? Alors, à l'examen, vous avez 3 possibilités de questions. Vous avez des questions classiques de cours
qui souvent sont associées à une situation pratique, mais on attend finalement une réponse de cours. Vous avez des situations pratiques. Situations pratiques, on va voir comment on y répond. Et puis, vous avez souvent des documents que vous n'aimez pas lire, mais qui présentent un intérêt, puisque en général, c'est des points un peu, j'ai envie de dire, gratuits, parce que dans les documents, vous allez avoir la réponse à la question posée, et donc ça va vous aider. Et pour ça, pour l'essentiel, il faut surtout savoir lire des arrêts de jurisprudence parce que c'est souvent les documents que vous avez, mais pas que. Vous pouvez avoir des statuts de société, vous pouvez avoir des articles, il peut y avoir d'autres choses. Et ça, il faut bien sûr savoir les lire pour pouvoir vous en sortir. L'examen se passe en 3 heures et en moyenne, vous avez à peu près 7 à 9 questions de type cas pratique, 2 à 3 questions sur un document ou plusieurs documents, soit au total 12 questions, 12 questions pour lesquelles vous avez 3 heures pour répondre. Donc, si vous faites le calcul et que vous ajoutez la lecture et des petites pauses, ça vous fait environ allez, une dizaine de minutes par question, ce qui est relativement court et à la fois assez long quand on maîtrise bien son cours. En termes de matériel, je vous invite à avoir, j'ai presque envie de mettre un S à stylo, plusieurs stylos, et puis une montre surtout pour bien minuter votre temps. Qu'est-ce qui est important à savoir dans cet examen? D'abord, on attend des mots-clés, c'est-à-dire que dans la notation, vous pouvez avoir des 0,25, des 0,5 pour des mots qui sont attendus. Et si vous n'avez pas les bons mots, eh bien, vous n'avez pas les points. Donc, c'est important de comprendre les mots qui sont attendus. Et on va voir tout au long de cette préparation avec Fishben, vous allez voir justement quelles sont les attentes et les mots-clés qu'on attend et qu'est-ce qu'on attend en fonction du type de question. Donc ça, on va essayer vraiment de rendre cette méthode facile pour vous et de la rendre évidente. Euh, donc les mots-clés, c'est une chose, et puis la présentation de la copie et la méthodologie. Alors, vous avez l'impression qu'on vous agace un peu avec ça et que euh, c'est un peu rébarbatif. En réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que vous êtes lu par des juristes et que le juriste ne sait lire que sous forme de la méthodologie, qui est la méthodologie juridique sur laquelle on va revenir après. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les arrêts de jurisprudence. Les arrêts de jurisprudence sont toujours rédigés de la même manière, alors en fonction de l'année, mais toujours rédigés de la même manière. Et ça, c'est parce qu'un juriste ne sait pas lire autrement qu'avec la méthodologie. Ensuite, il y a la présentation de votre copie. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut se mettre à la place du correcteur. Et quand on se met à la place d'un correcteur qui corrige un certain nombre de copies dans un temps limité, bah, si votre copie elle est sale, si elle est chargée, si vous sautez pas de ligne, si vous avez des abréviations, si vous avez trop de fautes d'orthographe, bah, pour le lecteur et donc pour le correcteur, c'est assez difficile. Et plus c'est difficile et plus ça va jouer sur votre note, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire qu'une très bonne copie remplie de fautes d'orthographe, c'est compliqué à corriger. Une très bonne copie sale ou trop chargée, c'est compliqué à corriger. Donc c'est important de veiller à avoir une copie qui soit propre, avec des sauts de ligne. Et pour ça, je vous donne une méthode qui est simple, qui peut paraître scolaire, mais qui fonctionne quoi qu'il arrive, en tout cas sur la présentation. C'est de noter sur chaque question. Donc déjà, je note le numéro de la question parce que parfois même ça, on est obligé d'aller chercher quel est le numéro de la question parce que vous faites le dossier 1, puis vous n'avez pas répondu à la dernière question, puis vous nous renvoyez un peu plus loin. Il faudrait qu'on devine où est-ce qu'il faut aller se renvoyer, ou alors on finit la lecture du dossier 3 et on trouve la réponse à la question 1.4. Donc ça, c'est compliqué pour un lecteur. Donc déjà, je numérote bien, je laisse un espace s'il faut pour que chaque dossier puisse être terminé sur cette même, en tout cas, ce même espace, cette même copie. Ensuite, je mets règle de droit. On verra que la règle, c'est règle de droit application. Vous n'avez pas besoin de poser la question de droit, vous n'avez pas besoin de reprendre les faits. À ce stade, à l'UE2, on n'attend pas ça de vous. Ce qu'on attend, c'est règle de droit et application. Et donc, je mets règle de droit, j'écris ma règle de droit, je saute une ligne, application, je mets mon application, je saute une ligne, je passe à la question d'après. Si vous faites ça, votre copie sera bien présentée. C'est pas grave de mal écrire, du moins tant que ça reste lisible, mais il faut une copie qui soit facilement lisible. Et ça, pour un correcteur, c'est facile à lire.
Bien sûr, j'évite les abréviations qui ne seraient pas maîtrisées par le correcteur. Alors, je ne parle pas de SARL, par exemple, ou SAS, mais plutôt des abréviations qui seraient les vôtres. J'essaye au maximum de faire attention à l'orthographe et je me mets toujours à la place de ce correcteur pour lui simplifier la vie et pour faciliter sa lecture. Quand je reçois le sujet, alors ça, on le reprendra à la fin de l'année, mais j'aime bien reprendre à plusieurs reprises parce qu'il faut vraiment que vous arriviez à acquérir des réflexes. Faut bien se dire que c'est méthodique, l'UE2. Alors, tout le monde va vous dire le droit, ça s'apprend par cœur, etc. Tout ça, pour moi, c'est archi faux. Et je pense que j'ai fait suffisamment d'études de droit pour vous dire que j'ai jamais appris par cœur. Pourquoi? Parce que le droit, c'est comme les maths, il faut faire des exercices, il faut répéter, et c'est par la répétition qu'on va retenir, et pas par le fait d'aller apprendre par cœur son cours. Ça ne fonctionnera pas. Et surtout, vous n'apprendrez rien, et puis ça va être barbant. Le droit, c'est déjà pas une matière simple, donc si en plus on l'apprend de manière complexe, on ne se simplifie pas la vie. Donc ça, c'est important de revenir régulièrement sur comment est-ce qu'on traite chaque question, comment on traite un sujet. Donc quand je reçois le sujet, qu'est-ce que je fais? D'abord, je lis l'intégralité du sujet. Lire l'intégralité du sujet, une fois, voire deux fois, c'est important. Pourquoi? D'abord parce que je peux tout à fait choisir de ne pas traiter les dossiers dans l'ordre. Pourquoi? Parce que ces dossiers sont souvent sur une même histoire, mais en revanche, ils sont séparés et ils peuvent se traiter de manière séparée. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, l'idée, c'est de se rassurer, de se dire que oui, j'arrive à répondre à des questions, oui, je maîtrise une partie du sujet, et ça va vous rassurer plutôt que entamer peut-être un dossier 1 qui est peut-être plus difficile que le dossier 2 et qui va vous mettre sous une forme de panique qui vous n'aidera pas, qui ne va pas vous aider à vous en sortir sur ce sujet. Donc vraiment, je prends le temps, je lis l'intégralité du sujet une fois, puis une deuxième fois, et je le relis avec un surligneur ou un stylo ou plusieurs couleurs, ce qu'on veut. Et pourquoi? Parce que je vais utiliser ces couleurs pour me dire, est-ce que la question est simple? Est-ce que la question, elle est compliquée, mais je sais que je peux y répondre? Ou est-ce que vraiment tout ça ne me dit rien du tout? Et donc, je peux mettre d'une couleur les questions simples, d'une autre couleur, voire même les mots-clés, d'une autre couleur les questions qui me parlent, mais sur lesquelles il va falloir que je revienne, et puis éventuellement en rouge ou en une autre couleur, ce qui me dit rien, en tout cas pour l'instant, mais peut-être qu'il me dira quelque chose en cours de route. Et puis, je peux aussi aller voir les documents, et ça c'est important, parce que ces documents-là vont m'apporter les réponses à certaines questions, et donc ça va m'aider. Je garde en tête que mieux vaut en faire moins, mais le faire bien, parce que des cas pratiques mal traités en droit n'auront pas de points ou très peu de points, donc vaut mieux en faire moins et bien traiter les cas, plutôt que bâcler. Ça ne fonctionnera pas en droit. Et puis, regardez le nombre de points attribués, parce que en effet, je vais peut-être pas passer 2 heures sur un dossier qui vaut 3 points. Donc ça aussi, il faut faire attention au nombre de points attribués. Alors bien sûr, si j'arrive à répondre qu'à ces 3 points, bah, tant pis, je m'attelle à ça. Mais en revanche, l'idée, c'est plutôt de se dire, voilà, où est-ce que je vais pouvoir aller chercher des points. À partir de ça, eh bien, je vais regarder, est-ce que j'ai une question de cours, est-ce que j'ai un cas pratique, est-ce que j'ai un document à utiliser ou à commenter. Question de cours, l'idée, c'est de comprendre la question. Alors, comment est-ce que je fais? Il faut que je fonctionne par boîte. Et c'est comme ça que la méthode Fishben est faite, c'est-à-dire que vous allez voir qu'on a des sessions par groupe de sujets. Et l'idée, c'est de me dire, bah, à chaque fois que j'ai une question de cours, à quelle session je me rapporte, autrement dit, à quelle partie du cours je dois me rapporter. Et donc ça va me permettre de délimiter le sujet. Donc je comprends la question, je me dis, bah, cette question-là, elle est sur la SARL, ok, je me mets dans la partie SARL, et dans la SARL, elle est sur, je vous dis n'importe quoi, les conventions réglementées dans la SARL, et donc je vais aller chercher cette partie conventions réglementées dans la SARL pour savoir comment ça fonctionne. Donc ça me permet de délimiter, et ensuite, je réponds de manière argumentée avec mes connaissances. Si on vous dit que la méthodologie du cas pratique n'est pas nécessaire et n'est pas requise, eh bien, vous pouvez juste répondre à la question. En revanche, si on ne vous dit rien, c'est que la méthodologie est toujours requise et donc j'aurai toujours à mettre une règle de droit et une application, y compris dans une question de cours. Ensuite, je peux avoir donc des situations pratiques, c'est l'essentiel de ce que vous avez, qui peuvent inclure des annexes. Et là, c'est important de bien lire de manière active. De manière active, ça veut dire que
Normalement, à la lecture du sujet, je suis censée déjà savoir ce qu'on attend de moi et quelles vont être les questions qui vont être posées. La lecture du sujet doit vous permettre ça. Si à la fin de l'année, quand vous lisez un sujet, vous n'êtes pas capable de savoir ce qu'on va vous poser comme question, c'est que vous n'êtes pas prêt sur le cours et les exercices. Voilà, c'est ça qui doit vous aider à vous repérer. Donc, une lecture attentive, je peux souligner les mots importants, ce qui me fait dire que je vais avoir à utiliser certains éléments, les dates qui peuvent être importantes. Voilà, il y a des choses qui peuvent être importantes dans la lecture, y compris les annexes. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai un arrêt de la Cour de cassation qui va répondre à la question posée. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de m'embêter, je vais chercher dans cet arrêt de la Cour de cassation. Et ensuite, ici, je dois appliquer ce qu'on appelle le syllogisme juridique. Syllogisme juridique, donc si la méthodologie du cas pratique est exigée. Et le syllogisme, je vous l'ai dit, c'est règle de droit, application. On va voir juste après ce qu'est une règle de droit et jusqu'à où on peut aller prendre de l'information et quelles vont être ces règles de droit. Mais ce qui importe, c'est de bien séparer la règle de droit et l'application. La règle de droit, c'est le droit et rien que le droit. Autrement dit, dans la règle de droit, je n'aurai jamais d'aspect factuel. Donc, on ne va jamais parler de monsieur machin, de la société machin ou de madame machin. Dans la règle de droit, j'aurai un article, j'aurai une jurisprudence, j'aurai peut-être des statuts de société. Voilà, je vais avoir la règle de droit. Et dans l'application, j'utilise les faits en ma possession et donc je vais répéter, réécrire des faits qui sont dans mon cas pratique pour leur appliquer la règle de droit. Bien sûr, vous m'arrêtez, vous pouvez prendre la parole si vous avez des questions sur tout ce que je dis par rapport à cette méthodologie. Vous pouvez aussi écrire dans le chat pour ceux qui sont un peu plus timides et je répondrai à vos questions, bien entendu. Quelques exemples de situations pratiques. Par exemple, on peut vous dire, est-ce que monsieur X avait le pouvoir de passer tel acte? Et quand on me demande si monsieur X a le pouvoir de passer tel acte, en général, je suis dans la partie sur les pouvoirs du dirigeant. Donc là, je vais voir sur quelle forme de société. Pouvoir du gérant de SARL, pouvoir du président de SAS, pouvoir du directeur général de la SA. Et donc, je vais aller chercher quels sont ces pouvoirs. Et la règle de droit, ça va être de donner les pouvoirs. Est-ce qu'il engage la société pour les actes passés en dehors de l'objet social? Est-ce que il n'engage pas la société? Donc tout ça, je vais le vérifier, je vais poser cette règle de droit et je vais appliquer à mon cas. Autre type de questions qu'on a, ça c'est des questions qui tombent évidemment très régulièrement. On se fera un point sur ces questions-là qui tombent souvent. Le gérant de la SARL souhaite déplacer le siège social dans une autre ville. Est-ce qu'il peut le faire est-ce qu'il peut le faire lui-même, par exemple, donc de sa propre initiative? Et là, ça veut dire, est-ce qu'il peut le faire seul ou est-ce qu'il a besoin, par exemple, de l'Assemblée générale? Et donc là, on doit se poser la question, est-ce que c'est possible ou pas? On verra que sous certaines conditions, c'est possible. Et donc, il faudra reprendre la règle de droit sur ça. Ou encore, la signature de ce contrat nécessite-t-elle la mise en place d'une procédure particulière? Quand on vous parle de procédure particulière, on fait appel ici à la procédure, souvent des conventions réglementées. Et donc là, la mise en place d'une procédure particulière, vous êtes dans cette procédure des conventions réglementées. Et donc, je vais regarder, je suis sous quelle forme de société? Est-ce que je suis sous telle forme? Et donc, dans ce cas-là, la procédure, la convention réglementée, c'est quel type d'acte? Je vais le décrire. Et est-ce que j'y suis soumis ou pas en fonction de la situation? Voilà pour des exemples de situations pratiques. Bien sûr, tout ça, on le fera tout au long de l'année. Ensuite, vous pouvez avoir des documents qui permettent d'appuyer une situation pratique ou qui permettent d'appuyer des questions de cours. Ces documents, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un extrait cabis, un avis de constitution de société, un procès verbal d'assemblée générale, un texte de loi, des bilans de société, des statuts, ou encore, ça peut être une décision de justice. Et donc, la décision de justice, c'est
souvent l'essentiel des documents qu'on vous met dans l'UE2 et qui va vous servir à répondre à une question. Alors, par exemple, on a souvent une décision de justice de la chambre criminelle pour la partie droit pénal qui va vous donner le texte qu'il va falloir utiliser et qui va vous donner l'infraction qui nous intéresse. Donc là, si je ne vais pas lire la décision, je me complique un peu la vie pour répondre à la question posée. Donc cette décision, elle est là pour vous aider. Donc, comment est-ce que je fais déjà pour savoir quel est le type de document? Première chose que je vais faire, c'est repérer le titre. Donc, est-ce que c'est marqué statut? Est-ce que c'est marqué cour de cassation? Donc là, je vais repérer le titre pour savoir quel est le document en question. Ensuite, une fois que j'ai repéré le titre, j'essaye de me situer dans le programme. Donc, je vais me dire, dans le programme, je suis où par rapport à ce programme? Autrement dit, est-ce que je suis dans la SARL? Est-ce que je suis dans la SA? Est-ce que je suis en droit pénal? Est-ce que je suis en entreprise en difficulté? Je vais chercher pour pouvoir voir comment je vais utiliser ce document. Puis j'analyse le contenu de ce document et j'essaye de comprendre ce qu'on me demande, quel est le travail qu'on me demande à partir de ce document. Je cherche dans mes connaissances et éventuellement, si je dois commenter, ça peut être par exemple un article de journal, je vais structurer ma réponse, si nécessaire, par rapport à ce document. On va prendre quelques petits exemples, et notamment sur l'analyse d'une décision de justice. Décision de justice, vous en avez finalement sous deux formes. Première forme, avant 2019, deuxième forme, après 2019. En général, vous aimez bien le après 2019. Moi, je dois avouer que je préfère le avant. Pourquoi? Parce que après 2019, vous avez une structure qui est fait, procédure, argument des parties, réponse de la Cour. Et donc ça, pour vous, c'est assez parlant. Ou alors, avant 2019, vous aurez des attendus, donc attendus que Madame Machin, etc. Et au final, c'est la même structure, sauf on ne vous écrit pas où sont les faits, etc., etc. Donc là, dans les deux cas, on n'est pas obligé de lire l'intégralité de la décision pour la comprendre. Parfois même, c'est plus simple de ne pas lire cette intégralité. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vous ai mis 3 exemples et on va juste se mettre dessus pour aller les regarder. Je vous partage ça tout de suite. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit sur le chat, soit de vive voix. Première décision, je vous ai mis une décision après 2019, justement pour cette histoire de structure. Donc ici, c'est une décision de la Cour de cassation en chambre commerciale. Donc ça touche probablement ici pas à du droit pénal, mais plutôt à du droit des sociétés. Un arrêt de 2022 postérieur à 2019. Donc ça nous fait dire qu'on n'aura pas d'attendu. On a ici les faits et la procédure. Ça, normalement, j'ai pas besoin de le lire. Du moins, si j'arrive à comprendre la fin de la décision, j'ai pas besoin de le lire. Comment est-ce que je fais pour lire cet arrêt? Première chose que je vais faire, c'est que je vais aller à la fin et je vais me poser la question de savoir si c'est un arrêt de cassation ou si c'est un arrêt de rejet. Toute cette partie qui suit rejette le pourvoi ou casse et annule, donc cette partie-là, on s'en fiche. On n'a pas besoin de la lire. Pourquoi? Parce que c'est les autres moyens des parties. Et donc tout ça, je ne le lis pas, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est la première chose. Ça enlève une bonne partie de la décision. Alors souvent, on ne vous la met pas sur vos copies, mais si jamais il y a ça, on ne le lit pas. Ensuite, c'est un arrêt de rejet. L'arrêt de rejet, ça signifie que la Cour de cassation et la Cour d'appel sont d'accord. Ça, c'est de manière schématique, mais on va le retenir comme ça parce que c'est suffisant. Et donc, ça veut dire ici que la Cour de cassation ne va pas casser l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel. Qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Eh bien, c'est la réponse de la Cour, puisque la réponse de la Cour, ça nous donne la solution. Et donc ici, pour comprendre cet arrêt, j'ai normalement besoin uniquement de lire cette réponse de la Cour. Et là, la Cour nous dit, après avoir énoncé que, OK, elle nous dit,
Les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par action simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions. Hop, je pousse ça pour voir. Voilà. Les conditions donc, dans lesquelles les dirigeants d'une société par action simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont dans le silence de la loi librement fixée par les statuts. Ça, on va l'apprendre pendant l'année. Dans la SAS, eh bien, on est dans un principe de liberté statutaire. Donc, la Cour de cassation nous le rappelle. Et elle nous dit que c'est ce que la Cour d'appel a dit. Elle a énoncé ça. Qu'il s'agisse des causes de révocation ou de ses modalités. Donc, autrement dit, ici, pour révoquer un dirigeant de ses fonctions dans le cadre d'une SAS, eh bien, je dois me reporter au statut, c'est ce que ça dit. L'arrêt constate que l'article 18 des statuts de la société stipule que les autres dirigeants que le président sont révocables à tout moment par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés par l'Assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président et retient que, sauf à ajouter à l'article 18 précité, donc ce qui n'est pas le cas ici, celui-ci ne conditionne nullement la révocation à l'existence de justes motifs. Autrement dit, ici, l'article 18 ne précise pas qu'il faudrait des justes motifs. Tout ça, on le reverra, mais ces 4 lignes vous suffisent à comprendre cet arrêt une fois que vous aurez le cours entre les mains. Donc ici, j'ai pas besoin d'aller comprendre les faits, etc. La seule raison pour laquelle je pourrais remonter chercher les faits ou les articles, ce serait éventuellement pour trouver, par exemple, un article du Code pénal qui me permettrait ici de pouvoir dire que la règle de droit, c'est l'article un tel du Code pénal, par exemple. Donc là, en effet, je peux avoir un intérêt à aller chercher des infos. Mais sinon, ce qui m'intéresse ici dans l'arrêt, c'est uniquement la réponse de la Cour. Si je prends le deuxième arrêt, peut-être plutôt directement le troisième, puisque c'est un arrêt de la chambre commerciale, hop. Voilà, si je prends cet arrêt de 2011, je suis avant 2019, et donc lorsque je suis avant 2019, eh bien ici, hop, eh bien ici, je vais être sous la forme, l'ancienne forme. Ici, vous voyez que l'arrêt est très court et ça peut faire un peu peur de se dire, est-ce que je vais comprendre ce qu'on attend de moi? Alors, dans cet arrêt, de la même manière, je vais d'abord aller à la fin de l'arrêt. Donc, je sais que c'est un arrêt de la Chambre commerciale, de la Cour de cassation, donc a priori en droit des sociétés, et c'est un arrêt de cassation. Autrement dit, la Cour d'appel et la Cour de cassation, de manière schématique toujours, ne sont pas d'accord. On est sur la partie cessation des paiements. Vous verrez que la question de la cessation des paiements, ça rapporte à la partie procédure collective, entreprise en difficulté. Donc, on est sur l'entreprise en difficulté. Et la Cour de cassation nous dit, attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements, il n'y a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé, dès lors que le débiteur n'a pas allégué qu'il disposait d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers, lui permettant de faire face à son passif exigible, et qu'un fonds de commerce non encore vendu ne constitue pas un actif disponible, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Alors ça aussi, on le reverra. Mais ici, on nous explique que le fonds de commerce, c'est pas de l'actif disponible, que manifestement, la Cour d'appel a un peu dépassé ce qu'elle pouvait faire par rapport à ce que la loi prévoit. Et donc ici, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Alors on comprendra un peu mieux quand on aura traité cette partie-là. Mais vous voyez ici que j'ai pas besoin là encore d'aller lire les faits, j'ai juste besoin d'aller lire la réponse apportée par la Cour de cassation. La seule erreur que vous faites souvent, enfin, en tout cas une fois que vous maîtrisez la lecture, c'est de vous mélanger entre la cour d'appel et la cour de cassation. Et ça, il faudra faire attention à ça. En tout cas, on va tout au long de l'année lire des arrêts de cour de cassation et vous verrez donc que c'est relativement simple. Il faudra juste bien comprendre ce qu'on attend de vous et les utiliser. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? N'hésitez pas si vous en avez. Super, merci Sophie. Toujours plaisir d'avoir un peu de réponse. Ça aide à être moins seule. Merci beaucoup. Euh,
Ok, donc vous voyez ici que la Cour de cassation a cette méthode de syllogisme juridique. Elle nous met la règle de droit, elle nous met les faits, elle applique. Et donc ici, c'est important de garder cette méthode. Donc important de toujours avoir la règle de droit, l'application et toujours se poser la question à quoi je réponds? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Parce que sinon, je vais répondre à côté. Donc, quelle est la question qu'on me pose? Et ça, j'y reviens toujours. Une fois que j'ai appliqué au cas, je me dis, est-ce que j'ai bien répondu à la question qui a été posée? Voilà pour la méthodologie. Est-ce que vous avez des questions sur cette méthodologie avant qu'on passe de manière plus approfondie au début de la partie de cours? Non, j'ai pas de questions, merci. Pas de questions, merci beaucoup. Merci Abdel, merci Sophie. C'est OK, pas de questions? Parfait. Alors, de toute façon, on y reviendra. Merci Flora. On y reviendra de manière assez régulière au fur et à mesure des applications, puisque on fera assez rapidement des exercices et on reviendra sur tout ça. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? On va aborder rapidement les sources, l'évolution du droit des sociétés. Alors pourquoi rapidement? Parce que l'idée de la méthodologie Fishben, c'est toujours d'aller chercher ce qui est important pour vous pour pouvoir répondre. Notre objectif ici, je le dis souvent, c'est pas que vous soyez de grands juristes ou de grands avocats. Peut-être vous le serez un jour. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est d'avoir une bonne note à l'examen. Donc on est là pour avoir une bonne note. Et donc on va tout faire pour avoir de la méthode pour avoir une bonne note. Donc ici, on va vraiment se porter notre réflexion et tous ces différents lives sur ce qui nous intéresse. Donc pourquoi on s'intéresse aux sources? Parce que les sources, c'est justement notre règle de droit. Et c'est lorsqu'on comprend ce qu'il existe comme règle de droit qu'on peut plus facilement répondre à ce syllogisme juridique. Vous avez dû voir dans votre, vos débuts, en tout cas d'études, pour ceux qui ont fait soit un BTS, soit une en fondamentaux, que on a une hiérarchie des normes, ça s'appelle la pyramide de Kelsen, et dans laquelle, alors après, il y en a, voilà, il y a plusieurs manières de la représenter, mais dans laquelle on vous dit que tout là-haut, on a la Constitution, puis ensuite on a la partie convention, donc les textes européens, les textes internationaux. Ensuite, on a la loi, les principes généraux du droit, les règlements et les actes administratifs. Donc ça, c'est cette pyramide qui nous dit finalement que, par exemple, une loi ne peut pas être contraire à la Constitution, puisque la Constitution est au-dessus de la loi. Pourquoi c'est important ça? Parce que parfois, ma règle de droit, ça va être la jurisprudence. La jurisprudence qui est là pour appliquer la loi, appliquer les décrets, appliquer les règlements et appliquer éventuellement mes statuts, etc. Donc, je peux tout à fait, lorsque j'ai une jurisprudence à l'appui d'une question, ma règle de droit, elle est simple, je vais dire, selon l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le telle date, puisque je l'ai, et ça, c'est ma règle de droit. Donc, quand j'ai une jurisprudence, c'est assez simple de retrouver. Alors, je peux tout à fait aussi avoir besoin de citer davantage de règles, mais en tout cas, si j'ai une jurisprudence, un document accolé à une question, si on me dit, à la lumière de l'annexe 1, répondez à la question suivante, eh ben, ma règle de droit, ce sera mon arrêt de jurisprudence. Si c'est une loi qui est dans ce document, eh bien, ma règle de droit, ce sera cette loi. Donc là, c'est finalement assez simple de trouver cette règle de droit. Donc la hiérarchie des normes, elle est importante, en tout cas en droit des sociétés, pour ça, pour vous dire qu'est-ce que je peux utiliser comme texte pour trouver ma règle de droit. Ça, c'est pour cette règle de droit. Ensuite, comment est-ce que on va classifier les sociétés? Et là, arrêtez-moi si c'est pas clair, parce que c'est des notions qui sont importantes, même si on va les revoir. On va les classifier de plusieurs manières. Alors bien sûr, on va voir qu'on a des formes, la SARL, la SAS, etc. Donc ça, en effet, on va les étudier. Mais c'est important de comprendre comment on les classifie parce que les règles vont souvent être les mêmes, justement, dans une même classification. Donc on a des sociétés personnifiées, non personnifiées. Je vais expliquer juste après ce que c'est. Des sociétés à risque limité ou à risque illimité. Des sociétés de personnes ou de capitaux.
des sociétés cotées, non cotées, et des sociétés civiles ou des sociétés commerciales. Globalement, c'est les classifications qui existent en droit des sociétés. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que en fonction, évidemment, on va appliquer des règles qui vont être différentes. La société personnifiée, non personnifiée, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va partir déjà de la base de la définition de la société et on s'aperçoit, et on va prendre un peu d'avance sur la suite comme ça, que cette définition de la société, pardon, est dans le Code civil. C'est le Code civil qui définit la société, ce qui veut dire qu'une société, par défaut, est une société civile. De départ, une société est nécessairement une société civile. Et on verra que c'est lorsque son objet est commercial ou sa forme est commerciale, surtout sa forme, lorsque je lui donne une forme commerciale, qu'elle devient une société commerciale, donc dans le Code de commerce. L'article 1832 du Code civil nous dit que la société s'est instituée par deux ou plusieurs personnes. Donc ça veut dire que sauf les exceptions qu'on va voir après, la société, c'est forcément deux personnes minimum qui conviennent par un contrat. Et là, on le verra par la suite que c'est donc un contrat, la société. Et si c'est un contrat, ça va répondre à toutes les règles communes de droit des contrats, mais également aux règles de droit des sociétés. Règles communes de droit des contrats, je vous les rappelle rapidement, mais on va y revenir. C'est bien sûr consentement, capacité. Donc ça, vous avez dû déjà le voir et on va le revoir appliqué à la société. Et ensuite, on a les règles de droit des sociétés. Et en droit des sociétés, on affecte à une entreprise commune des biens ou leur industrie. Ça, ce sera notre notion d'apport, les apports qu'on fait en société. Donc, notamment les apports en nature, les apports en numéraire et les apports en industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Et ensuite, on ajoute cette petite exception qui dit que quand c'est prévu par la loi, ça peut être l'acte de volonté d'une seule personne. On verra que le seul cas dans lequel la société n'est l'acte de volonté que d'une seule personne, c'est la SAS sous la forme de la SASU ou la SARL sous la forme de l'EURL. Pour tout le reste, donc je sais que dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, ah, mais comment c'est pour la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle? Ben, pour l'entreprise individuelle, c'est une entreprise, c'est pas une société. Et donc, c'est encore autre chose. C'est pas sous cette définition du Code civil. Donc, personnifié, ça veut dire que cette société a acquis la personne morale, c'est-à-dire qu'elle est devenue une personne. Et quand elle est devenue une personne, donc quand elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, autrement dit, quand elle fait partie de ces sociétés qui sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, eh bien, elle a la personnalité morale. Et avoir la personnalité morale, c'est avoir une forme de capacité, avoir une capacité juridique. Et cette capacité juridique, ça donne la possibilité d'acquérir des biens, par exemple, pour la société, donc d'avoir un patrimoine autonome, de pouvoir signer des contrats, de pouvoir agir en justice ou en tout cas être aussi assigné en justice. Autrement dit, de pouvoir poursuivre et préserver juridiquement ses intérêts. Donc cette société, quand elle a la personne morale, elle existe, elle est comme une personne physique. Donc vous avez la possibilité de passer des contrats, mais elle est comme une personne physique sous l'enveloppe de cette notion de société, puisque pour pouvoir lui donner la parole, on lui mettra un dirigeant. Elle n'a pas la parole d'elle-même. Dans l'attente de l'immatriculation, eh bien, cette société n'est pas une personne morale et elle est, dans ce cas-là, une société dite en formation. Cette société en formation, elle va être régie par le droit des contrats, c'est-à-dire que ici, les associés se seront mis d'accord oralement ou par écrit, mais on n'aura pas été au bout de l'immatriculation. On aura peut-être des statuts, mais pas l'immatriculation. Et donc ici, cette immatriculation ERCS n'est pas obligatoire. On sait par exemple qu'il existe une société qu'on appelle la société en participation. Cette société en participation, ça peut être un choix des associés, donc de se comporter comme des associés, mais de ne pas choisir d'être en société. Et on verra que tout ça va avoir des impacts, bien sûr, notamment en termes d'engagement de la responsabilité, puisque évidemment, quand cette société a la personnalité morale, bien, sauf à avoir des fautes de gestion des dirigeants,
c'est elle qui est responsable de ses actes. Certes, c'est les dirigeants qui passent, ce sont les dirigeants qui passent les actes, mais si les actes sont passés correctement, la société en est responsable. Si elle ne paye pas son crédit, eh bien, c'est la société qu'on ira chercher dans ce cas-là, sauf encore une fois, faute de gestion, mais c'est un autre sujet. Quand c'est une société en participation, donc qui n'est pas immatriculée, eh bien dans ce cas-là, on verra que nos associés ont une responsabilité qui devient une responsabilité illimitée du fait que justement la société n'a pas cette existence juridique. Euh, Par ailleurs, on peut aussi avoir une situation où on est dans une société qu'on dit créée de fait. La société créée de fait, c'est typiquement, on applique cette notion à la notion de concubinage. Dans le concubinage, par exemple, alors il n'y a pas d'existence, en tout cas il n'y a pas de, c'est pas un contrat, le concubinage, c'est ni le pax ni le mariage. Dans le concubinage, eh bien justement, on va dire que peut-être monsieur apporte un terrain, madame apporte une maison ou vice-versa. Et donc, comment est-ce que je fais pour gérer au moment de la séparation le fait que chacun a collaboré à sa manière à ce couple, mais il n'y a pas d'existence, en tout cas pas dire juridique parce que c'est faux, hein, il y a quand même un statut du concubinage, mais en tout cas, j'ai pas la possibilité de les séparer autrement que par certains mécanismes juridiques, la société créée de fait en est un. C'est-à-dire qu'on va dire qu'ils ont chacun apporté des biens ou leur industrie dans le but de contribuer à la relation et on va traiter ça par la société créée de fait pour essayer d'indemniser les rapports. Donc la société créée de fait, c'est notamment cet exemple-là. Voilà pour la notion de personnifié, non personnifié. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ensuite, la deuxième notion, c'est la notion de société à risque limité ou illimité. Et on va voir que ça a une importance après par rapport à cette étendue du risque et à certaines situations en droit des sociétés. Ici, risque limité, risque illimité, ce qui nous intéresse ici, c'est le risque encouru par les associés. Alors, vous savez, parce que vous avez déjà dû voir ces notions, que dans la société, il y a un capital. Et ici, deux possibilités. Soit on a une société pour laquelle les associés se sont engagés à risque limité, c'est-à-dire limité à leur apport en capital, ou alors ils se sont engagés de manière illimitée, et là, ça peut dépasser cet apport en capital, c'est-à-dire que s'il y a une dette de 10 000, mais j'ai un apport de 1 000, eh bien, je peux avoir un risque qui montera jusqu'à une quote-part de ces 10 000, voire ces 10 000 en fonction de la forme de société. Donc ici, on a deux notions dans le risque illimité ou limité. C'est la notion de contribution aux pertes, c'est ce que je viens de vous expliquer. Autrement dit, tous les membres d'une société doivent contribuer aux pertes. Si je suis dans une société à risque limité, cette contribution ne se fera qu'au moment de la dissolution de la société. Si jamais il y a des pertes, et encore, il faudrait qu'il y ait des fautes de gestion. Dans la société à risque illimité, euh, cette contribution peut se faire, alors, elle peut se faire à la dissolution, mais elle peut aussi se faire en cours de route. On le verra par exemple dans la SNC que si la société ne paye pas, eh bien, les associés peuvent être appelés à payer dans les 8 jours d'une mise en demeure. Bref, on le reverra. Et dans ce cas-là, on peut les appeler en cours de route. Et donc, leur risque est assez important, y compris pendant la vie de la société. Donc cette forme illimitée, elle présente des risques, elle présente bien sûr des avantages, sinon on n'irait pas sur ce type de forme, mais elle présente des risques en termes de pertes. Par rapport à l'obligation donc aux dettes sociales, donc ici c'est dans les rapports entre les créanciers sociaux et les membres de la société ou du groupement, eh bien ici, normalement, quand on est à risque limité, on ne sera pas tenu de payer les créanciers. Donc ici, on ne sera pas tenu de payer les dettes en cas de défaillance de la société. Alors que dans une société à risque illimité, je vous l'ai expliqué, on va être tenu de garantir les dettes sociales. Donc ici, on devra bien sûr poursuivre d'abord la société, mais de manière subsidiaire, on pourra aller chercher les associés. Alors on verra que selon la forme,
ça va fonctionner différemment, mais on pourra aller les chercher, soit de manière indéfinie, soit de manière conjointe. Donc on verra, ça va être, enfin, de manière, pardon, soit solidaire, soit conjointe, et en tout cas de manière indéfinie pour ces sociétés à risque illimité. C'est quoi l'avantage d'une société à risque illimité? Alors, la société à risque illimité, si par exemple on prend l'exemple de la SNC, la SNC, alors, c'est effectivement dangereux, mais c'est souvent des formes qu'on choisit quand on a un fort intuitu personnel, donc par exemple souvent pour des familles. L'idée ici, c'est d'accepter ce risque illimité parce que, par exemple, c'est ici une société de part sociale on peut avoir un intérêt à être sur une forme de part sociale. Donc ça peut être une possibilité. Ça peut aussi servir à certains montages, la société à risque illimité. Alors, compliqué de rentrer dans le détail ici, mais ça sert beaucoup au montage de sociétés, ces sociétés à risque illimité. Après, clairement, si on accepte le danger de la société à risque illimité, c'est parce qu'on sait que on est soit en famille, soit sur un intuitu personnel fort, et donc on n'est pas, voilà, on sait avec qui on s'engage. Euh, donc voilà, l'intérêt, en tout cas, c'est que ça peut être assez souple de fonctionnement. Alors vous allez me dire, maintenant, on a la SAS qui est à risque limité et qui est extrêmement souple. Mais voilà, ça peut être assez souple de fonctionnement et à la fois assez encadré juridiquement, plus par exemple qu'une SAS. Donc ici, en fait, c'est les textes qui vont trouver à s'appliquer et parfois c'est plus simple de n'être que sur l'application des textes. Donc voilà, ça peut être un des avantages. C'est beaucoup pour les montages. La SNC, c'était un peu la société des montages Bernard Tapie. Hein. La SNC, c'est une société beaucoup de montage. Si par exemple on prend l'exemple de la SCI, bah, la SCI elle est utilisée en matière immobilière parce qu'elle va avoir un intérêt en matière immobilière, là encore en termes soit de fiscalité, soit d'imposition en fonction du montage qu'on va choisir. Donc c'est plutôt sur ça, mais bien sûr, du coup, quand on prend ce risque illimité, bah, on doit savoir avec qui on s'associe. C'est-à-dire qu'on voilà, on sait qu'on prend un risque plus important. Voilà. Euh, D'autres questions sur ça? Ça va pour tout le monde? Non, c'est bon, merci. Merci. Ensuite, ensuite, on a des sociétés de personnes et de capitaux. Pardon. Hop. Sociétés de personnes, c'est justement souvent ces sociétés à risque illimité. Pourquoi? Parce qu'on a ce fort intuitu personnel. Sociétés de personnes, ce sont les sociétés de parts sociales. Dans une société de personnes, j'ai mis le capital est représenté par des parts sociales et à la direction de ces sociétés de personnes, j'ai un gérant. Pour les sociétés de capitaux, ce sont des sociétés d'actions et à la tête des sociétés d'actions, j'ai un président ou un directeur général. Donc ça, c'est pour commencer un peu à maîtriser les différents termes, si toutefois vous ne les maîtrisez pas encore. Donc ces sociétés de personnes, fort intuitu personnel, donc souvent des sociétés à risque illimité, c'est le cas de la SNC, c'est le cas de la société civile, et donc, ces sociétés-là, ici, la préoccupation majeure des associés, c'est la personne et la solvabilité, puisque, évidemment, comme je suis souvent à risque illimité, je crains un problème de solvabilité. Ici, donc, c'est des sociétés assez fermées, autrement dit, lorsque je vais transférer les titres de la société, on le verra société par société, on verra que souvent, ça va être soumis à un agrément. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que n'importe qui rentre dans la société, y compris des héritiers. J'ai peut-être pas envie de me retrouver avec le fils de l'associé en cas de décès de l'associé, parce que peut-être que l'associé avait de l'argent, mais que son fils, c'est un autre sujet. Il a peut-être moins de solvabilité. Donc ici, dans ces sociétés à risque illimité, ce qui va avec, c'est notamment sur le transfert des titres, le fait de souvent être soumis à un agrément des associés. Tout ça, on va le revoir, comment ça fonctionne les agréments, en fonction de ce qui est marqué dans les statuts et de ce que la loi dit. Mais voilà, fort intuitu personnel, société de personnes, souvent à risque illimité,
société de parts sociales avec des gérants, et ici, souvent la nécessité d'agrément parce que j'ai pas envie que n'importe qui rentre dans la société. Dans les sociétés de capitaux, ici, j'ai beaucoup moins d'intuitus personnés. C'est souvent un risque limité et ce sont des sociétés qui émettent des actions. Dans ces sociétés de capitaux, le plus souvent, évidemment, la cession des actions est plus ou moins libre et en tout cas négociable. Donc, de principe, on ne soumet pas forcément à l'agrément. Alors, on verra qu'en fait, il y a quand même de l'agrément. Mais de principe, on ne soumet pas forcément à l'agrément parce qu'ici, on est plutôt dans des sociétés où l'important, c'est la partie capitalistique. En fait, je cherche la partie financière et pas cette partie plus personnelle. Voilà, je ne suis pas dans la gestion d'un bien immobilier, je suis plutôt ici dans la gestion de capitaux de société et donc plutôt de la partie financière. Une société un peu particulière, c'est la SARL, puisque la SARL est une société de parts sociales, mais avec un risque limité. Donc elle, c'est un petit peu un entre-deux, la SARL. Autrement dit, j'ai quand même un fort intuitu personnel, mais je suis dans une société de parts sociales, mais j'ai un risque limité sur la SARL, donc c'est une société un peu particulière. Ensuite, assez rapidement, on a les sociétés cotées ou non cotées. Alors pourquoi je dis assez rapidement? Parce que les sociétés cotées, pour nous, celles qu'on va étudier, c'est la société anonyme et la société en commandite par action, puisque de toute façon, ne peuvent être cotées que certaines formes de sociétés. Ces formes-là, c'est donc la SA et la SCA. Euh, on a aussi les sociétés civiles de placement immobilier, mais celles-là, on les traitera que très rapidement et c'est pas spécifiquement là où vous aurez des émissions de titres financiers au public, en tout cas dans votre programme. Et donc ici, on verra qu'il y a des particularités à ces sociétés cotées. C'est franchement trois, quatre règles supplémentaires qui vont nous intéresser, mais finalement, c'est assez à la marge. Donc voilà, après, il faut le savoir, mais c'est assez à la marge. Et enfin, la dernière classification qu'on a, c'est la classification de société civile ou société commerciale. Je vous le disais au début, par définition, le Code civil nous dit que ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet. Donc ça veut dire que les sociétés sont donc civiles, sauf si la forme ou l'objet de ces sociétés ou leur nature leur donne une forme commerciale. Donc par exemple, si j'ai une société type SNC, ou si j'ai une société en commandite simple, ou si j'ai une société type société par action, eh bien, ou SARL encore, eh bien ici, je vais être dans une société qui, par sa forme, est une société commerciale. Et pourquoi ça va être important, on va le voir juste après, notamment pour la distinction de l'application par exemple, de la prescription civile ou de la prescription commerciale, ou encore de la solidarité qui existe en matière commerciale, tout ça, on va le revoir. Et donc, c'est pour ça que ça va avoir un intérêt de savoir si je suis sous la forme commerciale ou pas. Et après, j'ai les sociétés qui ne sont pas visées par le code de commerce, et ce sont notamment les sociétés civiles, les sociétés en participation, les sociétés créées de fait, qui là, à raison de leur objet, ne rentrent pas dans ces sociétés commerciales, puisqu'elles ont un objet civil. Une société civile, ici, ne pourra pas avoir un autre objet qu'un objet civil. L'effet de cette distinction qu'on vient de voir, eh ben, on l'a vu, société commerciale, société civile, je vous l'ai dit, c'est essentiellement l'application du droit civil ou du droit commercial et donc de cette qualité de commerçant. Ah oui, alors il y a ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais la société, par exemple, la SNC est une société commerciale pour laquelle il faut avoir la qualité de commerçant. On le verra aussi dans les sociétés en commandite que si on est commandité, il faut avoir la qualité de commerçant. Et cette qualité de commerçant, vous avez dû le voir si vous avez traité des fondamentaux du droit, que cette qualité de commerçant, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Un mineur ne peut pas avoir la qualité de commerçant, par exemple. Donc cette qualité de commerçant, elle nécessite une capacité commerciale qui est une capacité spécifique. Donc, tout ça, on va le revoir. Ensuite, société de capitaux de personnes, essentiellement, on l'a vu, c'est la transmission des droits sociaux. C'est sur ça que ça va jouer. Et
C'est vrai que souvent, les sociétés de personnes sont plutôt des sociétés de taille restreinte, là où les sociétés de capitaux peuvent être des sociétés beaucoup plus importantes en taille. Risque limité, illimité, principalement sur l'engagement de l'associé au passif de la société. Transparente ou opaque, alors ça, je les ai pas, on les a pas vus parce que c'est plutôt une dimension fiscale et on va pas étudier spécifiquement ça. Mais c'est une dimension essentiellement fiscale par rapport notamment à l'imposition, qui est le contribuable. Et après, les autres distinctions, on les a vues au fur et à mesure. Comment est-ce que... alors déjà, est-ce qu'il y a des questions sur ces distinctions ou est-ce que tout va bien? Non, ça va. Ça va? Parfait. Merci. Hop. Alors, s'il n'y a pas de questions, on poursuit. Alors, comment est-ce qu'on va traiter cette société et qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie d'une société? La vie d'une société, c'est la même chose que la vie d'une personne physique. Autrement dit, elle va naître. Elle va naître via donc cette création où on va rédiger des statuts, on va avoir des formalités de publicité pour la rendre connue aux yeux des tiers et on va l'immatriculer auprès du registre pour que elle ait finalement ce numéro d'immatriculation qui, un peu comme un acte de naissance, va nous donner le cabis. Et le cabis, c'est l'acte de naissance de cette société. Enfin, c'est l'acte de naissance, mais c'est aussi bien sûr l'acte de vie. Mais au même titre que pour la personne physique, l'acte de naissance peut entraîner des notifications de mariage, de divorce, de décès, etc. Donc c'est exactement la même chose. Ensuite, il va y avoir un fonctionnement qui est souvent fixé dans les statuts ou par la loi. Et donc, on va s'intéresser dans les statuts à qui a les pouvoirs, qui sont les dirigeants sociaux, qui sont les associés, qui prend les décisions, etc., etc. Est-ce que j'ai une assemblée générale? Est-ce que j'ai un conseil d'administration? Donc ça, c'est la vie de la société dans son quotidien. Cette société, elle peut être amenée à évoluer et donc on va voir notamment quelles sont les règles lorsqu'on transforme la société ou, alors fusion, on ne le traitera pas ici, vous le traiterez si vous arrivez jusqu'à l'UE1 du DSCG, mais ici en UE2, en droit des sociétés du DCG, on ne traite pas de la fusion, mais ça fait partie de l'évolution de la société quand des sociétés fusionnent. Si on a un changement de contrôle, changement de dirigeant et la transmission des droits sociaux, ça, c'est l'évolution de la société. Et ensuite, on a son extinction. Son extinction, elle peut se faire de manière choisie et donc de manière volontaire. Et quand elle se fait de manière volontaire, eh bien, on passe par une étape de dissolution. Donc, je dissous la société, je nomme un liquidateur, ça, on va le revoir. Ensuite, on a une étape de liquidation, autrement dit, je mets fin. Et puis, il peut rester de l'argent ou pas, c'est ce qu'on appelle le boni de liquidation. Donc, je peux être à zéro ou avoir un boni. Si je suis en négatif, c'est qu'a priori, j'aurais dû être en traitement des difficultés, c'est-à-dire que j'arrive plus à payer et que j'ai encore des dettes. Et donc ici, je suis plutôt dans la partie qu'on a vue tout à l'heure de traitement des difficultés de l'entreprise. Et donc, si j'ai un boni, je vais le partager entre les associés en fonction du type de société. Ce partage va se faire ou pas. Par exemple, dans l'association, il n'y a pas de partage de boni, mais ça, on le reverra. L'association ayant la personnalité morale, mais ça n'est pas une société. Donc, ça, c'est pour la fin de la société. Et donc, toutes ces étapes-là vont nous intéresser puisque toutes les questions portent sur ces quatre étapes-là. Question de l'immatriculation, ça va me donner, entre autres, le fait de savoir si c'est la société qui est responsable ou pas. On verra la prochaine fois, notamment, comment ça se passe parce qu'il y a des actes qu'on peut passer pour la société en cours de formation. Et typiquement, peut-être que je vais avoir besoin d'un siège social pour rédiger mes statuts et pour immatriculer. Ce siège social, bah, je vais peut-être prendre un bail parce que il va bien falloir que ma société elle soit quelque part ou une domiciliation. Eh bien, cette domiciliation, je vais la prendre avant l'immatriculation. Qu'est-ce que je fais de ces actes qui sont les actes de la société en cours de formation? Ça, on le reverra. Après, il y a la question sur les pouvoirs. Les pouvoirs du dirigeant sont des questions très classiques. Les décisions qui sont prises, est-ce que c'est des conventions réglementées? Est-ce que c'est des conventions libres? Est-ce que c'est des conventions interdites? Toutes les décisions qui vont être prises, est-ce que le dirigeant pouvait prendre cette décision? Est-ce qu'il peut transférer le siège tout seul, etc., etc.
Ensuite, j'ai cette partie évolution où là, ce qui nous intéresse pour l'essentiel, c'est la transformation ou la transmission des droits sociaux pour l'essentiel des questions. Et après, cette partie extinction où je peux en effet avoir une dissolution amiable, donc que je choisis. Et donc, dans ce cas-là, je vais avoir quelques questions sur cette partie dissolution. Donc ça, c'est la vie de la société. Quelles sont les premières questions qu'on peut avoir, notamment par rapport, de manière générale et commune sur les sociétés? Et ça c'est une question qui est assez récurrente, c'est comment est-ce que je choisis la structure juridique? Autrement dit, quels sont les critères sur lesquels je vais m'appuyer pour choisir la structure juridique de la société? Alors, à votre avis, tiens, histoire que ce soit un peu interactif, quels seraient les critères qu'on pourrait utiliser pour se dire, bah, je vais plutôt faire une SARL ou je vais plutôt faire une entreprise individuelle, par exemple? Est-ce que vous avez une petite idée? Vous pouvez soit le mettre sur le chat, soit ouvrir les micros pour répondre. Le nombre d'associés, par exemple. Le nombre d'associés. Pourquoi? Ouais, nombre de personnes, Sophie, vous avez raison. Pourquoi le nombre de personnes, ça nous intéresse? Parce qu'il va y avoir un minimum au, par rapport aux formes de société, en fait. Minimum, Complètement. maximum. Ouais, complètement. Il y a un maximum, vous avez raison. Est-ce que je peux faire une entreprise individuelle à plusieurs? Non. Non. Donc il y a ça aussi qui va jouer. Ok, première chose. Vous avez raison, Aaron, le capital. Le capital, parce qu'en fonction de la structure juridique, eh ben, je vais avoir un minimum de capital. Alors, on va voir que ça devient relativement rare et qu'il n'y a pas beaucoup de formes maintenant où on exige un minimum de capital. Mais vous avez raison, le capital va jouer. Quoi d'autre? Le, le patrimoine, qu'est-ce qu'on veut faire de ce patrimoine? Est-ce qu'on veut qu'on touche au patrimoine personnel ou pas? Exactement. Est-ce que je crains pour mon patrimoine personnel? Autrement dit, est-ce que j'ai beaucoup de patrimoine et je crains un peu qu'on vienne engager mon patrimoine et je préférerais que les créanciers viennent pas me chercher sur le patrimoine ou qu'ils viennent me chercher que sur la partie professionnelle? Est-ce que je veux être limité aux apports ou est-ce que je peux me permettre une société à risque illimité? Vous avez raison, c'est un autre critère. Ok, donc ici, ça fait partie des critères. Il y a un autre critère qui est important. Euh, Notamment un critère voilà, sur la vie de l'entrepreneur, critère personnel. Le mariage, Oui, s'il est très bonne marié, réponse. Exactement. Pourquoi le mariage? parce que j'avais entendu dire que s'il était s'il était marié, mais bah, sa femme, elle avait des droits aussi sur l'entreprise, donc au moment de la dissolution ou s'il divorçait, et ben il devait aussi partager les parts avec sa femme. Ouais, c'est un peu l'idée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il faut comprendre la raison de ça. Les titres de société, part sociale ou action, ce sont des biens. Alors, vous allez me dire, c'est pas comme une chaise, une table ou un meuble, je peux pas le toucher. Oui, mais vous savez que les biens immatériels, ça existe. Par exemple, enfin, en tout cas, incorporel ou immatériel, ça existe. Par exemple, je peux avoir une marque. D'accord? Une marque, voilà, dès lors que je dépose une marque, c'est un bien incorporel et donc ça peut avoir une valeur. OK? Les titres de société, ça a une valeur et c'est un bien. Donc, quand j'achète des parts de société, en fonction de si je les achète en mariage, hors mariage et surtout du type de mariage que j'ai, est-ce que je suis dans un mariage avec ou sans contrat? Eh bien, en fonction, on va le voir juste après, en fonction de ce critère-là, en effet, vous avez raison, le bien et l'argent que j'ai mis dans la société peut-être appartient à monsieur ou à madame, en fonction de celui qui s'engage en tant qu'associé. Finalement, je me retrouve avec un capital qui appartient strictement aux deux époux. Et donc, comment je fais dans ce cas-là? Peut-être qu'il y en a un qui était même pas au courant qu'il a mis de l'argent. Et puis, vous avez raison, à la dissolution, ben, à qui revient cet argent? Donc, en effet, ces critères-là sont importants. On va les détailler ensemble. Mais bravo, vous avez tous très bien répondu. Donc, on a aussi un critère propre à l'activité. Autrement dit, ici, est-ce que je veux faire du bénéfice ou pas? Parce que dans le cadre d'une association, je peux faire beaucoup de bénéfices, mais je ne peux pas partager ces bénéfices. C'est-à-dire que, ou dans la coopérative, je ne peux pas me dire que ces bénéfices, je vais les partager entre les associés. La seule chose que je peux faire, c'est réintégrer ces bénéfices dans l'activité de l'association, de la société coopérative. Donc déjà, je vais m'intéresser à l'activité en tant que telle.
Ensuite, le domaine. Est-ce que c'est une activité civile? Est-ce que c'est une activité commerciale? Est-ce qu'elle est agricole, libérale? J'ai des formes spécifiques pour l'activité agricole. J'ai des formes spécifiques pour l'activité civile ou pas. Je peux choisir aussi d'être sous la forme commerciale avec un objet civil. On va voir que c'est possible. Est-ce que c'est de l'activité immobilière ou pas? Donc voilà, ça va jouer le domaine d'activité. Ensuite, vous l'avez dit à juste titre, on a un critère du nombre d'entrepreneurs. Si je suis seule, je peux faire une entreprise individuelle. Je pouvais faire une IRL, on va y revenir. Aujourd'hui, c'est plus possible, mais il en existe encore lorsqu'elles avaient été créées avant la réforme. Et puis, je peux choisir d'être en société. Autrement dit, si je suis seule en société, on l'a dit, je serai sous la forme de l'EURL ou de la SASU. J'ai mis SARL ici. Et c'est pas juste. Enfin, c'est la SASU qu'il fallait mettre ici. Donc, je peux être sous la forme de l'EURL ou sous la forme de la SASU quand je suis tout seul. Donc, est-ce que je vais être sous la forme de société? Donc, dans ce cas-là, notamment dans l'EURL ou dans la SASU, j'ai un risque limité. Ou est-ce que je suis sous la forme de l'EI où là, mon risque est quand même un peu plus important? Et je suis pas juste limitée aux apports. Si on est plusieurs, bah oui, j'ai peut-être intérêt à être en société, en association ou sous la forme d'un groupement d'intérêt économique. Si on est plus de 100, bah, je peux pas être en SARL parce qu'on va voir que la SARL, c'est jusqu'à 100 maximum. Et donc voilà, je vais m'intéresser à ce critère du nombre d'entrepreneurs. Ensuite, vous l'avez dit, il y a le critère de la situation patrimoniale de l'entrepreneur. Et donc ici, est-ce que j'ai un risque dans l'engagement de ma responsabilité personnelle? Pourquoi? Bah parce que, en effet, si j'ai ici mon patrimoine qui est un patrimoine important et que j'ai une société où je sens que j'ai un peu de risque, bah peut-être que je vais pas avoir envie de m'engager sur mon patrimoine personnel. Et donc dans ce cas-là, je vais pas choisir une société à risque illimité. Je vais pas non plus choisir peut-être une entreprise individuelle. Je vais pas prendre ce risque-là. L'influence du régime matrimonial, je vais vous l'expliquer ici rapidement, mais on y reviendra, notamment dans les exercices. Ici déjà, il faut savoir sous quel régime on est. Donc, est-ce que je suis sous un PACS ou est-ce que je suis sous un mariage? Nous, ce qui nous intéresse pour l'essentiel et les questions que vous aurez, ça portera sur le mariage. Le mariage, il peut être soit sans contrat de mariage. Et quand je suis sans contrat de mariage, ça s'appelle la communauté réduite aux acquis. Ça, c'est le contrat par défaut, c'est-à-dire le mariage par défaut. Et donc, dans ce cas-là, tous les biens acquis avant le mariage restent des biens personnels à chacun. Donc, si je me suis engagée en société avant le mariage, ça m'appartient. Ça n'appartiendra pas à madame ou à monsieur. Si je me suis engagée après le mariage, eh bien, dans ce cas-là, ce sont des biens communs et donc les parts souscrites par madame appartiendront aussi à monsieur et les parts souscrites par monsieur appartiendront aussi à madame. Et donc, dans ce cas-là, il faut s'intéresser à savoir justement si cette entreprise a été créée avant ou après le mariage et si le conjoint qui ne s'est pas engagé était au courant ou pas de cet engagement en société. Je vais vous rajouter un petit point sur ça, mais ça ne me revient pas. Pas grave, ça va me revenir après. Bon, pas grave, ça me reviendra après. Donc ça, c'est pour la communauté réduite aux acquis. Ensuite, on a le mariage sous la communauté universelle. Alors, autant dire que ça se fait plus trop. C'est qu'on s'aime beaucoup la communauté universelle, puisque tout ce qu'on a acquis avant appartient à tout le monde. Tout ce qu'on a acquis pendant le mariage appartient à tout le monde. Et donc, ici, voilà, en fait, la communauté universelle, c'est idéal en matière de succession, mais c'est pas forcément idéal si jamais on est amené à se séparer en cours de route. Et donc ici, tout est bien commun et donc évidemment l'engagement de l'un va entraîner évidemment l'autre. Et ensuite, on a la séparation de biens. La séparation de biens, tout est personnel. Les biens acquis avant le mariage sont personnels, les biens acquis après le mariage sont personnels. Et donc, chacun voilà, engage ses propres finances dans la société. Et tout ça va nous intéresser parce qu'en fonction des cas, on verra que on peut avoir besoin d'avoir l'accord de l'un, ou alors on peut avoir un qui revendique la qualité d'associé parce que c'était
un bien lui appartenant et donc il peut revendiquer cette qualité d'associé. Ça, on le reverra au moment des exercices, mais du coup, c'est un critère qui peut être important au cas où on se retrouverait à avoir un conjoint qui revendique la qualité d'associé ou un critère financier en matière notamment de euh, succession par la suite ou en cours d'existence de la société. Ensuite, au-delà de cette situation patrimoniale de l'entrepreneur, on a des critères financiers parce qu'une société entraîne en effet des frais de constitution notamment, ça entraîne des frais d'immatriculation, des frais d'annonce légale, ce qui n'est pas le cas par exemple d'une entreprise individuelle où là, on est sur des frais relativement réduits. Donc ces critères financiers vont aussi avoir une importance. Donc c'est tous ces critères qu'on va prendre en compte pour savoir comment répondre à ce type de questions. On va vous dire un tel et un tel, voilà, une telle veut créer son propre business, mais en même temps, elle n'a pas forcément d'argent pour créer une société ou pour débuter. Donc voilà, est-ce que je ne vous conseille pas d'être d'abord en entreprise individuelle? Après, si on vous dit, bah oui, mais elle aimerait bien s'associer plus tard, bah oui, mais je pourrais pas passer de l'entreprise individuelle à la SARL parce que j'ai pas la possibilité de transformer cette entreprise individuelle. Donc, est-ce que j'ai un intérêt de commencer en entreprise individuelle? Donc, c'est toutes ces questions qu'il faudra se poser. Il y a du patrimoine, il n'y a pas de patrimoine, et est-ce qu'elle a envie de s'engager, pas envie de s'engager. Voilà. Tout ça, c'est ce qui vous permettra de répondre à ce type de questions. Enfin, pour terminer, on va voir ensemble justement cette notion de IRL et cette notion de I. J'ai sauté une slide, je me disais. Euh, donc EIRL et entreprise individuelle, parce que là aussi, vous pouvez avoir des questions sur ça. En tout cas, vous pouvez avoir un premier dossier sur ça. L'entreprise individuelle, ici, c'est la forme classique. Le I, c'est la forme classique d'entreprise individuelle. On va voir qu'il y a eu une modification en 2022 et qu'est-ce qu'entraîne cette modification? L'entreprise individuelle ici, c'est exercer une activité professionnelle sans créer d'entité juridique distincte de l'entrepreneur. Autrement dit, la personne physique va se confondre avec l'entrepreneur. Confond ici la personne physique et l'entrepreneur. Autrement dit, l'entreprise, elle est confondue avec le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Ça, c'est la définition classique. On n'a pas spécifiquement de formalité de constitution ici, il n'y a pas d'annonce légale, il n'y a pas de capital social, il n'y a pas de statut. La création, elle est assez simple, on remplit un petit formulaire, maintenant tout se fait en ligne en plus, et puis on va transmettre tout ça va être transmis au centre de formalité des entreprises, au guichet unique maintenant. Et puis voilà, on va créer assez facilement cette entreprise individuelle. Il n'y a pas de frais spécifiques. Évidemment, l'avantage, c'est que c'est assez simple de constitution. Voilà, bon, il y a pas grand-chose à faire. On est à la limite presque même pas obligé enfin, il n'y a pas besoin de compte professionnel, il y a plein de choses qui sont pas nécessaires, il n'y a pas besoin d'expert comptable spécifiquement, j'ai pas d'obligation par rapport à ça. Mais bien sûr, l'inconvénient majeur, c'est le fait que on a un risque pour l'entrepreneur sur son patrimoine, notamment patrimoine personnel, et notamment en cas d'aide professionnelle. Alors tout ça a été amoindri par justement cette loi du 14 février 2022. Pourquoi? Parce que cette loi est venue séparer, on va voir que c'était différent dans le IRL, de manière automatique le patrimoine personnel et professionnel. Et donc ici, depuis la loi du 14 février 2022, applicable donc désormais, l'idée ici, c'est que on a protégé le patrimoine personnel, c'est-à-dire que les créanciers pourront aller chercher uniquement sur la partie professionnelle. Alors évidemment, il ne faut pas que tout soit mélangé, sinon c'est compliqué en termes de recherche, mais ici, l'entrepreneur automatiquement va avoir cette séparation, sauf à ce qu'il choisisse, parce qu'il peut le faire, sauf à ce qu'il choisisse de renoncer à cette séparation, notamment en faveur d'un créancier professionnel, il peut le faire.
Avant 2022, c'était pas comme ça, puisque avant 2022, l'entrepreneur individuel était responsable de manière totale et indéfinie sur l'ensemble de son actif personnel par rapport à l'entreprise. Et donc ici, les créanciers pouvaient aller le chercher sur tout, sauf à ce qu'il fasse ce qu'on appelle une déclaration d'insaisissabilité, c'est-à-dire ils disent bah, sur ça, c'est mon patrimoine personnel et je veux pas qu'on puisse aller saisir ce patrimoine personnel. Alors, c'était souvent notamment la résidence principale. Voilà pour cette entreprise individuelle. Et à côté de ça, on avait, mais ça n'existe plus maintenant, le IRL. Alors pourquoi on en parle? Parce que elle a été supprimée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la créer. En revanche, vous pouvez tout à fait avoir des EIRL créés antérieurement et donc pour lesquels on applique toujours cette notion et les règles applicables à l'EIRL. Ici, c'est les activités commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, et c'est une forme d'entreprise individuelle, donc c'est pas une société. Donc là encore, on n'a pas de personnalité juridique. En termes de constitution sur cette IRL, eh bien, on a ce qu'on appelle un patrimoine d'affectation. Donc ici, un ensemble de biens, de droits, d'obligations ou de sûretés qui vont être séparés idéalement des autres biens et ne répondront que des engagements professionnels de notre entrepreneur. Donc ici, l'idée, c'était d'essayer, par la déclaration d'affectation, de protéger le patrimoine personnel. Donc, on retrouve cette notion qu'on a dans le I, sauf que ce n'était pas automatique. C'est-à-dire qu'ici, il fallait que l'entrepreneur déclare cette affectation. Donc, il fallait qu'il effectue une déclaration d'affectation auprès d'un registre, donc de manière, voilà, avec une publicité légale, pour pouvoir indiquer un état descriptif de ses biens, de ses droits, de ses obligations, de ses sûretés, en détaillant la nature, la valeur, la quantité, la qualité. Et ça permettait pour les créanciers professionnels de savoir ce qui était professionnel et ce qui était personnel. Et donc, ça permettait que le patrimoine d'affectation soit l'unique gage des créanciers professionnels. Donc, les créanciers professionnels ne pouvaient aller saisir que sur ce qui avait été affecté aux professionnels. Donc encore une fois, aujourd'hui, le IRL, on ne peut plus la constituer, mais vous pourriez en rencontrer si on vous parle d'une société créée avant cette loi de 2022. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Non, Merci j'ai pas de Sophie. questions, Parfait. merci. Ok, c'était clair pour tout le monde? Ouais, c'est du récap. Ok, parfait. Parfait, parfait. Ok, merci à vous. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on n'a pas le temps d'aborder un autre sujet là. La prochaine fois, on abordera des notions importantes puisque on verra alors, ce qu'est le contrat de société, puisque c'est quand même important de comprendre comment fonctionne le contrat de société, et rapidement les apports, etc. Et surtout, on abordera cette notion de qu'est-ce qui se passe quand je suis pas encore une société immatriculée, donc déjà comment j'immatricule, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis pas encore une société immatriculée et j'ai des actes qui sont passés. Qu'est-ce que je vais faire de ces actes-là? Comment est-ce que je vais gérer ces actes-là? Qui va être responsable en fonction de comment est-ce que j'aurais géré juridiquement les actes passés avant la constitution de la société? Ça aussi, c'est des questions classiques. Encore une fois, notre objectif ici, c'est de répondre aux questions qui vont sont posées. Donc, on va vraiment s'atteler à répondre à toutes les questions qui sont des questions assez récurrentes et qu'on voit revenir à chaque fois en droit des sociétés sur l'UE2. Voilà, et ben merci à vous de votre participation, que ce soit par le chat ou ou directement au micro. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite des festivités. Merci à vous, très bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.